Donc on va passer tout de suite effectivement aux résidences autonomie et les chiffres qui viennent d'être livrés par Olivier Vignol ont toute leur importance puisqu'en effet pendant très longtemps, il y a maintenant une vingtaine d'années, on comptait 160 000 personnes hébergées dans des résidences autonomie quand on est aujourd'hui, selon les chiffres de l'adresse, aux alentours de 100 000 en effet. Et donc on a, pendant qu'on a une explosion du nombre de personnes hébergées dans des résidences services seniors, on a une très forte baisse depuis 20 ans du nombre de personnes hébergées en résidence autonomie, alors qu'il n'aura échappé à personne que la sociologie des uns et des autres, et en tout cas les quartiles de revenus concernés, ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on va aborder tout de suite ce sujet, et j'appelle Jean-François Vitou, directeur général d'Arpavi, qui est de loin le premier opérateur associatif qui gère des résidences autonomie, près de 80. Nicolas Nardin-Guichard, qui est le directeur du CCAS d'Antibes. Et Marie-Claude Roulet, qui est directrice de l'agence Erilia, qui est un bailleur social à Antibes. Et les deux nous expliqueront le projet qu'ils ont mis en place dans leur ville des Alpes-Maritimes. On va commencer d'abord avec Jean-François Vitou, qui d'abord a la caractéristique d'avoir pendant longtemps géré un groupe d'EHPAD, donc il connaît les deux types de secteurs. On va commencer par lui parce que c'est le principal opérateur, une fois de plus je l'ai dit, de résidence autonomie avec Arpavi, qui est un groupe, une association liée à la Caisse des dépôts, et tout en précisant quand même que 2/3 des résidences autonomie dans notre pays sont gérés par des centres communaux d'action sociale. Le secteur associatif, c'est environ un gros tiers, sachant que le secteur commercial est très peu présent dans ce segment d'hébergement. Jean-François, peut-être une fois de plus, avec un regard un peu global autour de ces 80 résidences autonomie que vous gérez, un premier élément sur comment vous sentez la situation aujourd'hui des résidences autonomie, leurs difficultés, parfois l'ancienneté de leur immobilier, mais aussi toujours la capacité que vous avez à en créer de nouvelles, la demande des élus locaux autour de ce type d'hébergement qui est aussi dirigé vers des quartiles de revenus des seniors qui ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on a vues juste avant. Merci Luc. Bonjour à toutes et à tous. En fait, les résidences autonomie, il y a un énorme paradoxe. Si je résume, je pourrais presque dire que ce qu'on entend depuis ce matin, c'est une forme d'introduction aux résidences autonomie. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui se passe, on a 3 choses dont on est sûr. La première, c'est le vieillissement avec un besoin de service. La deuxième, Emmanuel Cos l'a rappelé tout à l'heure, c'est des besoins de service pour une population qui est une population avec des niveaux de revenus qui sont des niveaux de revenus parfois modestes. Et le troisième élément, c'est qu'en fait, on rêve tous de trucs qui ne sont pas très faciles à faire. C'est-à-dire qu'on rêve tous d'avoir des petites structures vachement sympathiques, dans lesquelles il y a beaucoup de services et pas trop cher. Et alors ça, comme aurait dit le général de Gaulle, ça va être compliqué à réaliser. Et il a dit, il n'y a que les réalités qui vaillent. Ouais, on peut regretter la splendeur du temps des équipages, tout ça, etc. Il n'y a que la réalité qui vaille. Pourquoi ça va être compliqué? En fait, c'est compliqué parce que dans nos métiers d'accompagnement des personnes âgées, dans nos métiers, ce sont des personnes qui rendent service à des personnes. Et de ça, on dérive 2 caractéristiques très simples. La première, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gains de productivité, parce qu'on ne va pas faire courir les gens beaucoup plus vite. Puis on ne va pas raccourcir beaucoup les délais dans lesquels on va faire le ménage ou les toilettes. Donc, peu de gains de productivité. Et deuxième caractéristique dérivée de ça, c'est que ce sont des services qui sont onéreux. Parce que la France est 7 heureux, c'est un pays développé, avec un système de protection sociale, et que la contrepartie, c'est que la masse salariale est chère. Donc quand on a des services avec des coûts fixes importants et élevés, il n'y a que 2 solutions pour rendre ces services accessibles à beaucoup. La première version, c'est que c'est le contribuable qui paye. Et d'une certaine façon, c'était un des schémas qui sous-tendait ce qu'on appelait l'habitat inclusif avec l'AVP, parce que l'AVP, c'est un super système, mais c'est un système relativement coûteux pour les finances publiques. Ou bien, si ce n'est pas le contribuable qui paye, c'est le client qui paye. Et il y a des systèmes qui existent qui sont un peu entre les deux, et c'est les résidences autonomie, où il y a un peu du résident qui paye, et un peu, pas beaucoup, mais un peu de financement public. Et donc les résidences autonomie, normalement,
ce sont des structures qui ont vocation à être des pièces essentielles dans l'accompagnement du vieillissement. Et si elles ne l'ont pas été, j'ai envie de dire que c'est en partie de leur faute. Et quand je dis que c'est en partie de leur faute, c'est en partie de la faute de deux types d'acteurs, les opérateurs et le régulateur. Les opérateurs parce qu'ils n'ont pas fait évoluer l'offre suffisamment, et les régulateurs parce que derrière, ils ont laissé s'installer dans ce pays merveilleux une sédimentation administrative dont nous avons le secret, et qui fait qu'entre les codes multiples et la disparition d'une partie des financements, on a privé les résidences autonomie d'un certain nombre d'éléments qui leur permettaient de fonctionner. Et donc c'est ça aujourd'hui qu'il faut repenser. Du côté des opérateurs, comment est-ce qu'on peut faire évoluer l'offre, notamment en développant des services d'accompagnement en santé, parce que c'est ce dont ont besoin les résidents. Enfin, les 20 ans de mai 68, ce n'est pas les 20 ans de mai 48. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est les 20 ans de mai 68. Et les 20 ans de mai 68, en fait, ils vont chercher ce qu'ils ne trouvent pas naturellement. C'est-à-dire éventuellement des éléments de lutte contre la fracture numérique, et beaucoup, on l'a dit ce matin, de l'accompagnement en santé. Les personnes capables d'accompagner des services en santé sont de moins en moins nombreux, rapportés à la population, et on en aura de plus en plus besoin. Il n'y a pas besoin d'avoir fait beaucoup d'études pour comprendre que quand on a une ressource rare et que beaucoup de monde en a besoin, il faut la mutualiser. Et pour la mutualiser, il faut regrouper. Et donc les résidences autonomie sont de merveilleux endroits où on peut mettre en place des systèmes d'accompagnement en santé, sous réserve qu'on fasse évoluer, et c'est là le rôle du régulateur, en remettant en place des dispositifs qui avaient été imaginés en leur temps, comme par exemple le forfait soins courants, pour ne citer que celui-là. Alors justement, quelle relation avec les élus locaux? Parce que les maires sont à la fois ceux qui ferment des résidences d'autonomie, désuètes, à l'immobilier un peu dépassé, et en même temps ils sont demandeurs. Vous, par exemple, vous êtes sollicité par des communes qui veulent que soit vous repreniez leur résidence autonomie, soit vous en créiez de nouvelles. Oui, bien sûr, mais le paradoxe, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. C'est-à-dire que le paradoxe, c'est que les maires, et on les comprend, ils disent nous, gérer des structures qui ne sont plus en fait des foyers logements depuis longtemps. C'est-à-dire que le but, c'est pas de créer des endroits où il y a une grande salle où les personnes âgées vont pouvoir venir déjeuner ensemble. Tout ça, c'est très sympathique, c'est très agréable, parfait. Mais c'est plus ça le sujet, en fait. Le sujet de demain, c'est de créer des endroits où on va pouvoir mutualiser l'accès à un certain nombre de services, notamment en matière de santé. Les maires disent, nous, c'est pas notre sujet, enfin, pas notre métier, on connaît pas ça. Donc ils demandent à ce que nous on reprenne. Simplement, pour reprendre une activité de cette nature et surtout pour pouvoir la développer, parce que si c'est reprendre une résidence autonomie pour en reprendre une, ça n'a aucun intérêt. Le sujet, c'est comment est-ce que derrière, on aide ces structures à se redévelopper. Et on ne peut les aider à se redévelopper que si on leur permet de répondre à une mission extrêmement importante qui est comment est-ce qu'on accompagne les besoins en santé d'une population sur des territoires qui ne sont pas toujours des territoires favorisés, en sachant que cette ressource en santé, elle est rare et donc chère. Donc il faut la mutualiser. Donc il faut derrière faire quelques petites évolutions réglementaires qui ne sont pas très compliquées, mais on sait tous que dans ce pays, les choses simples à faire sont parfois longues. Un mot du modèle économique de la résidence autonomie. Le modèle économique de la résidence autonomie, c'est facile à comprendre. En fait, c'est un modèle qui est destiné à une population modeste, dans laquelle il y a un certain nombre de services. Donc, quand j'additionne ça, j'en déduis que c'est une activité à marge faible. Donc, comme le disait très bien François Georges tout à l'heure, le sujet, c'est qu'une activité à marge faible, qui s'enquille Covid, Orpea, hyperinflation avec des prix réglementés, ça dérive rapidement de marge faible à pas de marge et puis marge négative. Et donc c'est le fait qu'on constate que le secteur des résidences autonomie est dans beaucoup d'endroits un secteur qui est un secteur devenu non profitable. Bon, il se trouve qu'en repositionnant ça chez Airpavie, on est à peu près à 94% de taux d'occupation, donc je veux dire, nous, notre modèle est résilient. Mais il est résilient parce qu'on a eu la chance de pouvoir travailler avec 80 résidences sur une évolution du modèle. Si j'étais resté dans le modèle ancien, je veux dire, on serait aujourd'hui déficitaire. Donc le sujet, c'est qu'en fait, si on ne fait pas attention, si on ne fait pas un tout petit peu d'évolution réglementaire, et si les professionnels ne font pas bouger le modèle, on va faire disparaître quelque chose qui est absolument fondamental dans l'accompagnement du vieillissement. De toute façon, la part de marché des EHPAD va diminuer. Statistiquement, elle ne va pas diminuer en nombre, mais statistiquement, elle va diminuer. Puisque l'EHPAD, c'est une structure spécialisée qui sera de plus en plus. Donc la prise en compte du vieillissement, si ça ne repose pas sur autre chose que derrière sur l'EHPAD, ce sera difficile. Très bien, comme dirait le général de Gaulle, merci Jean-François Vitou. Il a dû dire ça un jour quand même. Nicolas Nardin-Guichard, donc vous êtes directeur du CCAS d'Antibes, un CCAS particulièrement dynamique sur ces questions d'adaptation du logement au vieillissement. Enfin, on avait déjà parlé de vous à de multiples reprises. Vous avez une politique très volontariste et dynamique sur ces sujets. Et donc, on vous a demandé de venir aujourd'hui pour être la voix
il y en aura d'autres tout à l'heure, mais des centres communaux d'action sociale, puisque je le disais, 2/3 des résidences autonomie sont aujourd'hui gérées par des centres communaux d'action sociale, mais vous en avez autant qui les ferment, leur foyer logement ou leur résidence autonomie, que certains qui en ouvrent. Donc comme il y a beaucoup de CCAS dans la salle, on voulait avoir votre exemple avec le bailleur Erilia. Vous êtes mis ensemble donc pour penser une résidence autonomie maintenant en 2025. On avait envie que vous nous disiez comment vous avez fait. Merci, bonjour à tous. Alors peut-être pour commencer, le CCAS d'Antibes était déjà gestionnaire d'une résidence autonomie qui avait ouverte en 89 et le point de départ, ça a été la réhabilitation qu'on a menée entre 2014 et 2016 où on a eu l'idée de faire un lieu ouvert sur l'extérieur, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Et donc le CCAS gère un gros service à animation, on a à peu près 3000 personnes qui pratiquent de nombreuses activités. Et donc, on a réhabilité cette résidence, fait l'acquisition en vente en l'état futur d'achèvement d'un immeuble qui se construisait en face, d'un rez-de-chaussée d'un premier étage, et on y a construit un grand foyer club d'animation. Donc, on a ce premier modèle qui a finalement servi ensuite de point d'étape, de départ sur les autres résidences, avec des personnes qui viennent de l'extérieur pour manger, pour pratiquer des activités et qui côtoient forcément des résidents. Ensuite, on a vu passer un appel à projet en 2016, et ça je laisserai peut-être Mme Roulet le présenter, mais voilà, on a d'abord travaillé la question de l'implantation, ça a été dit ce matin, mais je pense que c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire qu'on construit des résidences en autonomie en cœur de ville, ça a été le cas sur celle qui était en 89, celle de Juan-les-Pins qui a ouvert décembre 2021, et la prochaine qui ouvrira en 2027, donc voilà, nous on est plutôt dans la logique de déployer ce type d'activité. Donc la question de l'implantation est pour moi fondamentale. Le deuxième aspect qui me semble important aussi, c'est le cadre bâti, c'est-à-dire qu'on doit proposer des résidences qui sont attrayantes, avec des logements qui soient certes adaptés, mais pas stigmatisants. Et ça, je me souviens que sur l'appel à projet, on nous avait demandé de travailler notamment sur les salles de douche, où il nous fallait finalement un siphon central qui ressemblait peu ou prou à ce qu'on retrouve dans les EHPAD. Et nous, on s'est battu avec le propriétaire pour qu'on ait vraiment du confort et finalement presque des qualités hôtelières. Donc la qualité du bâti, c'est là où c'est important de travailler avec le maître d'œuvre et le maître d'ouvrage pour qu'on construise quelque chose qui a du sens et une vraie valeur d'usage et d'image pour les résidents. Le troisième aspect, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'ouverture sur l'extérieur. C'est important que ce ne soit pas des résidences qui soient repliées sur elles-mêmes, mais au contraire le plus ouvert possible. Quatrièmement, c'est les prestations. Alors on propose, nous, une présence humaine 24 heures sur 24, une prestation de restauration qui est proposée le midi du lundi au samedi, de l'entretien du logement de façon optionnelle, pareil sur le linge, de la téléassistance aussi avec des aspects domotiques. Voilà, donc l'idée aussi, c'est que toutes ces prestations ne sont pas imposées, mais elles sont facultatives, donc en fonction des besoins et des attentes des résidents. Et le dernier élément, c'est les aspects financiers, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas, aujourd'hui, nous ne sommes clairement pas excédentaires, nous sommes même déficitaires sur les deux résidences autonomie, ce sera le cas sur la troisième, donc avec un fort portage politique et la volonté à la fois de répondre par des agréments APL et l'habilitation à l'aide sociale à une offre de logement qui s'inscrit dans la loi SRU, donc ce qui plaît aussi, qui a le soutien des politiques, mais qui permet évidemment d'accueillir des personnes qui ont de faibles ressources et qui ne pourraient pas se loger ailleurs. Voilà. Pour une indication, le tarif journalier est aux alentours de 25-27 € en fonction des résidences, tout compris eau, électricité, chauffage, climatisation et les services gratuits. Merci. Marie-Claude, vous êtes donc la représentante ici du bailleur Erilia. Il y a aussi des CCAS, il y a aussi des bailleurs sociaux dans la salle, vous l'imaginez bien. Donc tous ont envie de savoir pourquoi et comment vous avez accompagné la construction, enfin la création de cette résidence autonomie sur Antibes. Alors, nous, sur Antibes, je dois dire, ça a été évoqué ce matin, le partenariat avec les collectivités est essentiel. Donc, en fait, ces résidences autonomie, en tout cas les deux sur lesquelles nous sommes présents aux côtés du CCAS, sont issues d'une très forte volonté de la commune et de la communauté d'agglomération, mais essentiellement de la commune sur l'analyse des besoins. Ces besoins sont nationaux, mais probablement plus forts sur la Côte d'Azur et sur la commune d'Antibes. Donc, dès le départ, nous avons répondu présent à la volonté de la collectivité et nous avons constitué ce trio entre la collectivité, le gestionnaire et le bailleur social.
Nous avons déposé ensemble le dossier pour répondre à l'appel à projet du conseil départemental, et à partir de là, quand le CAS a été lauréat, nous avons élaboré tout le projet ensemble. Projet sur lequel nous avons suivi la collectivité et le gestionnaire de la conception jusqu'à la livraison de la première résidence autonomie sur laquelle nous travaillons ensemble, qui est la deuxième pour le CCAS et qui a été livrée en 2021. Et nous continuons là sur cette résidence livrée à être partenaires évidemment sur tous les aspects techniques du projet, et il y en a toujours à l'issue de la livraison. Ce qui est extrêmement important aussi à noter au-delà de ce partenariat, on va dire technique, c'est un partenariat financier. Sur ces deux opérations, elles n'ont pu voir le jour que grâce à l'apport d'un foncier de très grande qualité, puisque la volonté, c'était justement ce que disait M. Nardin, la localisation, mais ça a été surtout l'apport d'un foncier à 1 euro pour le bailleur social. Donc ça, c'est considérable en termes de montage. Le montage financier, on sait que c'est le nerf de la guerre, hein, ça a été dit à de multiples reprises ce matin, mais au-delà de l'effort de la collectivité par un apport de foncier à 1 euro pour le bailleur, on a aussi bénéficié d'aides sous forme de subventions, puisque là on est sur un montage PLS pour ces deux résidences autonomie, donc sous forme de subventions de la part de la collectivité, ville, communauté d'agglo. Nous avons également bénéficié des aides de la CARSAT sous forme de prêts à taux bonifiés et également sous forme de subventions. Et ensuite, dernier apport qui a été essentiel à la réussite de l'opération, c'est l'apport en fonds propres du bailleur, qui ne se fait pas généralement sur les résidences aidées, gérées, mais qui, dans le cadre du pacte engageant que nous avons passé avec la commune d'Antibes, fait partie de nos engagements. Sans ce montage financier un peu particulier et ô combien partenarial, nous ne serions pas arrivés à maintenir les loyers qui étaient attendus et raisonnables. Et malgré ça, comme disait M. Nardin, la gestion est déficitaire. Au-delà de l'aspect financier, ce sont quand même des opérations qui sont assez longues à mener, les projets de résidence autonomie. Donc, nous avons eu effectivement, comme ça a été dit également ces dernières années, de forts aléas liés à la Covid. Donc, pour l'appel à projet de la résidence autonomie Fontonne, qui est la dernière, celle dont les travaux viennent de démarrer, donc c'est un appel à projet 2017, et la résidence ne sera livrée qu'en début 2027. Donc en fait, on a vécu les années Covid et de fortes problématiques, on va dire, dans le cadre de nos consultations travaux, qui se sont avérées très régulièrement infructueux et que nous avons dû relancer, voire reprendre nos plans de financement, etc. Mais tout ceci, encore une fois, je le répète, en parfaite collaboration avec les acteurs que sont la collectivité et le gestionnaire dès le début, pour livrer des résidences autonomies qui correspondent parfaitement aux besoins des résidents. Donc, M. Nardin, vous êtes arrivé à convaincre l'autorité politique, donc le maire, dans une ville où la tension immobilière, j'imagine, est un petit peu forte comme à Antibes, de consacrer un terrain à ce projet-là. C'est une volonté même politique que de faire en sorte que les publics prioritaires, que sont les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, soient localisés en centre-ville, parce qu'il y a effectivement cette proximité avec les services. Donc, j'ai pas eu besoin de convaincre beaucoup. On est une ville évidemment carencée, donc quand on arrive avec un projet de 53 logements, puis demain de 84 logements, forcément, on est accueilli plus favorablement. La chance que j'ai, c'est que la subvention d'équilibre qui est versée au CCS permet de compenser ce déficit, et c'est là où, à mon avis, les municipalités ont pu peut-être arbitrer à un moment donné et fermer des résidences. Aujourd'hui, c'est un véritable succès puisqu'on a une très grosse liste d'attente, on a plus de 100 personnes en liste d'attente, donc voilà, on n'aura aucun problème à remplir cette résidence. Écoutez, non mais merci beaucoup, on voulait vraiment, comment dire, que votre exemple soit illustre, quoi, dire la capacité des CCAS et des bailleurs sociaux à finalement
construire une deuxième génération de résidences autonomie et l'ensemble des documents que on collectera de votre part seront envoyés à l'ensemble. Je le dis, il n'y a pas de slide parce qu'on n'aime pas les slides ici, mais par contre, il y aura toute une série de documentations qui seront envoyées sur vos boîtes mail postérieurement à ces assises et nous verrons ensemble tout ce tout ce qui peut être transmis par le CCS d'Antibes. Merci aussi à vous parce que voilà, ça montre aux bailleurs qui sont dans la salle que les résidences autonomie sont encore un secteur qui a un fort potentiel. Pour conclure, Jean-François, aujourd'hui, les pouvoirs publics, parce que c'est parfois comme c'est devant le président Richefou, je le dis, c'est une compétence des départements, les résidences autonomie, alors que pourtant les élus locaux, municipaux sont particulièrement impliqués. Et on a l'impression que la politique de l'État sur ces questions-là est un tout petit peu en recul, notamment par rapport, en tout cas, à la politique en direction des EHPAD. Un mot quand même sur l'avenir, puisque c'était dit tout à l'heure, forte croissance des résidences-services seniors, une forte diminution depuis en tout cas 10-15 ans du nombre de résidences autonomie. Comment on fait pour que la courbe descendante cesse ? Alors je pense que ce qu'on disait tout à l'heure, pour que la courbe descendante cesse, il y a deux choses à faire. Il faut que derrière, les opérateurs rentrent dans une logique dans laquelle ils rendent aux populations en résidence autonomie les services qu'elles attendent et pas les services qu'ils ont l'habitude de donner. Ça veut dire qu'il y a des prestations qui sont facultatives, qui existent et qui sont souvent déficitaires d'ailleurs en réalité. Donc celles-là, il faut se poser la question de leur maintien. Il faut en revanche développer des prestations nouvelles. Encore une fois, une résidence autonomie ne sera jamais un EHPAD light, ce n'est pas le but. Mais il faut développer la possibilité pour les personnes âgées d'accéder à des prestations en matière de santé. Je crois que ça, c'est extrêmement important si on veut rendre à terme de l'attractivité à ces résidences. Pour derrière répondre à ce que tu disais, à la baisse qu'on a observée depuis une quinzaine d'années, donc il faut faire ce travail d'opérateur pour améliorer le taux d'occupation et remettre un taux d'occupation. Et deux, sur les opérations nouvelles, c'est ce que vous avez dit, madame. Alors Antibes est un cas un peu particulier parce que la charge foncière n'est pas la même en toute la France qu'à Antibes. D'un certain point de vue, c'est la rançon du succès, enfin de la rançon du soleil en tout cas, et de la mer. Mais sur le fond, en réalité, ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas équilibrer un projet de résidence autonomie sans qu'il y ait une participation financière des pouvoirs publics. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'on ne sait pas proposer quelque chose à un tarif modeste, avec un minimum de qualité bâtimentaire et avec un minimum de personnel pour organiser derrière ce qui va autour, s'il n'y a pas, au départ, un financement de la collectivité publique. Et on ne sait pas le faire pour une raison d'ailleurs extrêmement simple. C'est comme le disait tout à l'heure Emmanuel Cos, en fait, une partie des personnes âgées en France, si je prends un exemple automobile, elles ont les moyens de s'acheter une Dacia. Sauf que toute la réglementation urbanistique, toute la réglementation technique du bâtiment, elle fait qu'on ne sait plus produire une Dacia, on ne sait produire que des Volkswagen. Et donc, quand quelqu'un qui peut se payer une Dacia, on lui dit qu'il a une Volkswagen, il dit qu'il a un problème. Et aujourd'hui, la jonction entre la Dacia et la Volkswagen, c'est les subventions publiques qui la font. Et donc, c'est vrai qu'on ne sait plus construire aujourd'hui de résidences autonomie, mais on ne sait pas construire d'EHPAD non plus d'ailleurs, pratiquement plus, s'il n'y a pas, à un moment ou l'autre, une intervention des pouvoirs publics. Donc, les conditions pour que les résidences autonomie retrouvent la place qui est la leur, normalement, dans le paysage, c'est un travail des opérateurs sur les prestations, notamment centré autour de l'accès en santé, aux prestations de santé, et deux, c'est la capacité derrière à mobiliser les élus pour accompagner avec des financements au moment de la création.